Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti ? Bonne écoute ! Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Stéphanie Egarette de chez Livaden. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours et comment tu en es arrivée à la couleur végétale par les plantes tinctoriales ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis agricultrice en Bretagne. Pas depuis longtemps, depuis 1 an, je suis installée depuis le 1er avril 2022. À la base, j'étais architecte d'intérieur sur le bassin rennais. La vie fait qu'on change de parcours et que j'ai décidé de reprendre la ferme familiale il y a quelques années. Donc, le projet avait besoin de mûrir. C'était une ferme légumière. Je ne souhaitais pas faire de légumes comme mes parents. Et donc, au fil de mes recherches sur les plantes médicinales ou autres, j'ai découvert un petit peu par hasard, entre guillemets, sur Internet, les plantes tinctoriales que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas les procédés de teinture végétale. J'ai découvert ça comme une claque, en fait, cet univers très riche. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire sur la ferme. C'est ça que je veux développer comme projet sur ce petit bout de terre qui me tient à cœur. Donc, j'ai commencé à parcourir plein de sites internet, dévorer des pages internet pour comprendre un peu et découvrir toutes ces plantes et toutes ces couleurs. Et en 2020, j'ai fait une formation sur l'indigo avec Michel Garcia. Donc, c'est un peu le point de départ 2020, c'est le point de départ parce que j'ai aussi démarré mon BPREA pour être responsable d'exploitation agricole. Donc, je l'ai fait à Combourg, près de là où j'habitais. Donc, voilà, en 2020, j'ai tout redémarré en formation agricole. Et donc, j'ai fait mes premiers essais suite à ma formation avec Michel Garcia, j'ai fait des essais de culture de persicaire pour commencer des extractions à petite échelle et pour expérimenter le procédé parce que ça s'improvise pas non plus. Donc pendant 2 ans, voilà, j'ai fait des essais jusqu'à avoir mon diplôme et être installée officiellement sur la ferme. Donc voilà un petit peu l'origine du projet. Et Alors, je me permets de te demander, tu as déjà dit plein de choses intéressantes. Du coup, Michel Garcia, tu es allé le solliciter pour la partie, on va dire, extraction, transformation, pas pour la partie agronomique. Alors, dans sa formation sur l'indigo, il évoque aussi un petit peu la culture des plantes à indigo. C'est au début de la formation. Et après, on fait de l'extraction et on fait de la teinture aussi. Donc, c'est vraiment une formation complète sur une semaine que j'avais fait. Donc, je pense qu'il l'a fait encore. C'est vraiment sur une semaine où on parcourt l'indigo sous toutes ses formes, en fait. Donc, c'était très intéressant, très riche. Et après, il n'y a plus qu'à faire. D'accord. Et après, tu as parlé de beaucoup de recherches sur Internet. Est-ce qu'il y a des sites justement qui t'ont marqué, que tu pourrais recommander ? Alors d'habitude, on recommande des livres, mais est-ce que toi, dans ta recherche, tu as trouvé des sites Internet que tu trouvais intéressants, que tu aimerais recommander ? Déjà, il y avait des sites de productrices comme le Champ des Couleurs. C'est vrai que je les ai trouvés aussi très rapidement. Quand on cherche plantes tinctoriales, on tombe dessus. Il y a le Fibershed aux États-Unis, donc qui développe des documents aussi pour la culture des plantes tinctoriales. Et sinon, j'avais aussi trouvé un rapport d'essai de Michel Garcia dans le parc du Luberon. Ils avaient fait des tests de persicaire. Voilà, après là, j'ai pas de souvenir d'autres sites vraiment précis. Mais et du coup, c'est très bien. Déjà, tu nous éclaires. D'accord. Et justement, Stéphanie, dans cette recherche,
tu es dans une reconversion. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec notamment le Covid, avec la quête de sens, etc., en reconversion professionnelle pour se retourner vers la terre et l'agriculture. Ma question, c'est est-ce que tu trouves ça facile de trouver des informations sur les plantes tinctoriales ou les conseils de culture? Est-ce que tu trouves que les formations aujourd'hui qui sont dispensées pour une reconversion en agriculture abordent ces sujets-là ou ça n'est pas le cas aujourd'hui? Sur les tinctoriales, non. Alors après, par contre, il y a un UCAR qui a ouvert, je crois, récemment à Nyons sur les plantes tinctoriales. Donc, dans le cadre d'un BPRE, on peut passer des UCAR, donc c'est comme des modules complémentaires. Et il me semble qu'il y en a un qui a ouvert sur les plantes tinctoriales là tout récemment. Ça n'existait pas à l'époque quand moi j'ai passé mon BPRE. Et D'accord. voilà, c'est tout nouveau. Ah bah ça, Donc, si tu as je les sais contacts pas, de cette... ouais, je sais pas le contenu de la formation, si ça va aussi loin en transformation des plantes jusqu'au pigment, je sais pas le contenu. Mais c'est à Nyons. D'accord, donc ça c'est à creuser parce que c'est des demandes et des questions que beaucoup de personnes se posent. Donc plutôt compliqué en termes d'aborder dans les formations la spécificité des plantes tinctoriales. Donc là, c'est plus des recherches personnelles et trouver ce qui a été fait avant par d'autres. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant de Livaden, donc créé, tu t'as dit le 1er avril 2022. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais, où tu es basé, heu, voilà, ton entreprise aujourd'hui, à quoi elle ressemble et à quoi, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, Livaden, c'est dans les Côtes d'Armor, dans un petit village qui s'appelle Carbord, sur la presqu'île sauvage, entre Paimpol et Perros-Guirec. Donc, ça devrait parler à plusieurs personnes, Perros-Guirec, Bah oui. Paimpol. Donc, c'est un très joli coin, encore un peu sauvage. Et donc, la ferme en bord de mer, donc voilà, un lieu très agréable et puis un lieu de famille, enfin une maison de famille. Donc j'ai créé Livaden, c'est vraiment l'entité pour les plantes tinctoriales. Donc c'est en breton, c'est du breton, ça évoque la peinture ou la teinture. Un petit peu attaché quand même au breton aussi, hein, enfin, et à Bretagne. Donc elle regroupe toutes les plantes tinctoriales, tout ce qui est tinctorial, parce que sur la ferme, j'ai un volet tinctorial et puis je fais aussi des grandes cultures en bio, puisque là, il y a une trentaine d'hectares sur la ferme. Donc il y a vraiment deux parties, on va dire, donc les tinctoriales d'un côté sur un demi-hectare environ, et le reste Attends, en grande j'ai pas culture. entendu, ça a coupé. Tu es sur combien d'hectares en tinctorial? J Ça a Un, coupé à un- ce moment-là. un demi-hectare. Un demi-hectare. OK. Et tu t'occupes, toi, toute seule des 30 hectares de la ferme? Alors, je suis installée toute seule, effectivement. J'ai beaucoup d'aide familiale avec ma maman et mon conjoint. Et j'ai une entreprise de travaux agricoles qui m'aide sur certains travaux que je ne sais pas encore faire, tout simplement. Les semis, les récoltes, moissons. Après, bah, j'apprends petit à petit à travailler la terre et à faire certaines tâches au fil du temps, puisqu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup. C'est clair, en plus Voilà. en un temps record. D'accord, donc sur la partie, plutôt, tinctoriale, on a dit un hectare et demi. Un Sur cette demi-hectare. partie-là, un demi-hectare, attends, je vais y arriver. Un demi-hectare. Sur cette partie-là, du coup, quelles sont les variétés que tu as choisies, et pourquoi? Alors, on va commencer par l'indigo, parce que pour moi, c'est ce qui est, enfin, pour moi, c'est le plus important. Et en termes de surface et aussi personnel, enfin, en goût personnel. Donc, je cultive la persicaire à indigo sur à peu près 4000 mètres carrés. D'accord. Euh, c'est la persicaire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une plante qui est pour moi plus facile à cultiver. Elle est très résistante et enfin, c'est incroyable comme plante puisque ça marcotte, ça repart, enfin, voilà. Et elle a aussi plus d'indigo dans, elle est plus chargée en indigo. Donc, plus facile à récolter aussi, je pense, pour moi. Ça, c'est des choix D'accord. personnels, hein. Même si c'est pas forcément la plante européenne d'origine pour l'indigo, mais voilà, c'était pour moi plus simple à cultiver et à récolter.
et aussi à transformer, à extraire le pigment. D'accord. Et donc Et pour du les coup, restes des autres tu plantes, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre? et donc j'ai des cosmos sulfureux, coréopsis, des teinturiers, camomille des teinturiers, réséda, luteola, et garance que j'ai implanté il y a 2 ans, donc je continue à en implanter puisqu'il faut qu'elle soit en terre entre 2 et 3 ans. D'accord. Et alors, du coup, les débouchés sont pas les mêmes. L'indigo, donc tu le transformes, je suppose? On y reviendra après. Mais tout ce qui est, cosmos, coréopsis, camomille, c'est plutôt pour la fleur? Oui, Ou alors tu on récolte les la comment fleur, tu fonctionnes? on Ouais, récolte la fleur à la main tout l'été et je les sèche. Donc je les sèche, je les stocke pour la vente en ligne après ou en direct sur des marchés ou des salons à des teinturières ou alors j'ai plusieurs créneaux de vente. Il y a les teinturiers textiles, les designers et plutôt le secteur de la peinture, beaux-arts. Donc je transforme une partie des plantes en pigments. Donc ça va plus s'adresser là, les pigments au milieu de la peinture, on va dire, et des designers qui souhaitent colorer des objets teintés dans la masse ou des choses comme ça. bon, alors du coup, tu as dit plein de trucs intéressants, donc on va repartir sur le champ et après on va attaquer sur Ouais. la partie pigment que j'ai eu personne sur cette partie sur le podcast, donc je serais très très heureuse d'avoir ton explication. Donc du coup, sur les gestes techniques de l'indigo, tu peux nous expliquer à peu près quand est-ce que tu le sèmes, comment tu fonctionnes, est-ce que tu fais des semis, alors je connais pas du tout, hein. Est-ce que tu fais des semis sous serre que tu viens mettre après? Est-ce que tu fais directement en terre? Comment tu travailles ta persicaire? Nous expliquer un petit peu les gestes, les temps forts à pas louper en gros, et après on parlera des fleurs, comment tu procèdes. Alors, pour la persicaire, du coup, j'ai mes semences fermières, donc que j'ai multipliées au fil des années, puisque je faisais des essais. J'ai commencé par des graines de couleur Garance. J'ai acheté mes graines sur le site de couleur Garance, parce que j'ai commencé tout petit aussi, hein, comme tout le monde, dans ma serre, ma petite serre de jardin. Et au fur et à mesure, j'ai multiplié mes graines. Donc, les graines sont mes graines à moi de la ferme. Donc, je les sème, là, c'est terminé, on a tout semé. Je les sème à partir de fin février. Début mars, ça dépend un peu de la météo, mais je les sème sous serre, donc ici en bord de mer, on n'est pas trop inquiété par le gel, malgré qu'il fasse pas très chaud quand même. Je les sème sur table chaude, donc pour qu'elles aient bien chaud pour germer, dans des plaques mini-mottes, avec des petites mottes. Donc j'en sème, là cette année, j'en ai semé à peu près 28 000 plants. Oh, piou. Donc pour être planté au champ après, courant du mois de mai, après les seins de glace, ou enfin à la mi-mai à peu près. D'accord. Donc on les plante à la planteuse, une vieille planteuse. Là c'est mécanisé pour parce que comme il y a un peu plus de quantité que les autres plantes, on gagne un peu de temps quand même aussi que de planter tout à la main. Donc Ouais, c'est une j'imagine. planteuse derrière le tracteur. C'est quand même planté manuellement, mais on est assis sur une planteuse et on plante les plants plus facilement, on va dire. On gagne un peu de temps. D'accord, OK. Ouais. OK, Donc donc voilà pour la après que ce soit persicaire. planté, ouais, et Et tu ben il y as a du quoi comme étape, désherbage. ah, du Le désherbage. désherbage pour que quand on la coupe, qu'on ait que de la persicaire à la coupe. Donc ça c'est pour tout le mois de juin. Je bine. Alors là aussi, je suis un peu mécanisée parce qu'effectivement, j'avais du matériel sur la ferme. Mes parents cultivant des légumes, étaient équipés quand même. Donc j'en profite. Et puis même pour la pénibilité au travail, c'est quand même agréable de pouvoir avoir des outils qui facilitent la vie. Donc je passe un premier passage au tracteur avec une bineuse entre les rangs, donc pour D'accord, nettoyer entre les rangs. Parce que vu ma surface, je peux pas me permettre de pailler en fait. C'est trop grand. Donc d'accord, j'utilise pas cette méthode de paillage parce que c'est trop. Il y a trop de surface à pailler. Donc je bine. Et donc sur le rang, il y a aussi des mauvaises herbes parmi la persicaire. Donc là, c'est à la main, à genoux dans les plantes, et on enlève les mauvaises herbes. Donc ça, d'accord. c'est sur le mois de juin. OK. Et au mois de juillet arrive la première coupe. Et donc je me suis équipée aussi d'un tracteur avec une récolteuse à lavande que j'ai fait venir du Ah! sud.
Donc, il vient couper D'accord. le rang et le mettre dans une benne pour après emmener la récolte à l'indigoterie pour traiter après les plantes fraîches directement. Et juste et justement, Stéphanie, ma question c'était, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui il y a des outils agricoles qui peuvent être, adaptés à la culture de plantes tinctoriales? Ou pour toi, il faudrait, hem, adapter, certains outils agricoles, même en développer d'autres? Est-ce que là-dessus, tu peux nous faire un peu ton retour d'expérience? Adapté, bah non, pas forcément. Après, on peut toujours trouver des machines qui existent et puis les modifier. Moi, c'est pas dans mes compétences, mais il y en a qui se débrouillent très bien en mécanique et modifier les outils. Donc, je pense que comme des récolteuses à poireaux, mais à rajouter une lame qui coupe. Enfin bon, là, c'est une récolteuse à lavande. Elle est adaptée. Après, c'est peut-être plus les dimensions qui sont pas forcément adaptées. C'est des grosses machines et pour nos cultures, on aurait peut-être besoin des plus petites choses, quoi. Des plus petites machines qui passent dans les rangs plus serrés. Bon. Voilà, on s'adapte avec ce qu'on trouve parce que les tinctoriales, ben, c'est pas des grandes cultures, donc il n'y a pas des outils faits pour. Mais bon, il y a des machines qui existent qui peuvent, elles, faire le job, quoi. Faire le job. OK. C'est un entre-deux. Donc toi, c'est une récolteuse à lavande qui coupe Oui, ton rang et qui le met dans une benne. Donc là, oui, toutes tes branches, tes feuilles, tout est mélangé dans ta benne. oui. Et alors l'étape d'après, C'est est-ce que c'est un l'indigoterie. séchage ou tu passes directement à la transformation? Non. Ah bah, ça dépend ce qu'on veut obtenir comme produit. Si on veut garder des feuilles sèches, on fait sécher les feuilles. D'accord. Enfin, la plante sèche, il y en a qui effeuillent, qui enlèvent les tiges pour garder que la feuille, puisque la molécule se trouve dans la feuille et pas dans les tiges. Et si on veut extraire le pigment, il faut faire le procédé d'extraction, donc c'est-à-dire une sorte de tisane de plante à une certaine température et on extrait l'indigotine de la plante par ce procédé. Et alors, juste Stéphanie, une question, c'est, donc tu avais dit 4 000 m² de persicaire. Tu Oui. récoltes pas tout d'un coup? Parce que si Non, tu enfin, tu t'organises logistiquement? Parce que tu as une grosse surface, tu as plusieurs, débouchés, on va dire, entre plantes séchées, transformation directe d'indigo et cetera et même, c les plants que tu veux garder pour refaire des graines et cetera. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu t'organises toi, quand c'est le moment de la récolte, comment tu fais? bah, quand c'est le moment de la récolte, on ne récolte de toute façon que ce qu'on peut se transformer dans l'indigoterie dans la journée. Parce que on récolte D'accord, une plante fraîche et c'est la plante fraîche qu'on transforme, donc de laquelle on extrait le pigment. Donc je coupe que ce que je peux transformer en capacité derrière. Donc en fait, sur l'été, ben, bon, la plante, on peut la couper jusqu'à 3 fois. Enfin, moi, je la coupe jusqu'à 3 fois dans l'été, donc c'est-à-dire à peu près une fois par mois. Elle repousse assez vite après. Et donc, je fais, admettons, 2 rangs par jour, par exemple sur le mois de ah juillet. Et ouais. puis au mois d'août, j'en ferai encore 2 rangs par jour. Donc, c'est une douzaine de jours de travail sur l'indigo. Je donne des chiffres à peu près, hein, c'est pas forcément le cas. Oui, oui. Non, c'est pour nous donner un ordre d'idée et comprendre Voilà. parce que moi j'aime bien visualiser, d'accord. Donc, on coupe, D'accord, donc enfin, je c'est coupe vraiment le un matin. travail voilà, Je tu coupe le coupes tôt le matin matin et et après je tu transforme transformes. dans la journée. Voilà. D'accord et donc ça pendant 2 mois non-stop, tous les jours, le On même va dire, procédé de ouais, on va dire 3 mois plutôt, et pas tous les jours, parce que justement, j'ai les autres plantes à m'occuper. Donc, ah c'est ouais, environ 3 jours par semaine, à peu près. d'accord, OK, d'accord et alors du coup, la parce que tout arrive un peu en même temps, j'ai envie de Tout dire, à du fait. coup, en même temps que tu dois récolter tes persicaires, tu as tes cosmos, coréopsis, tout ça qui sont en fleurs, Ouais, qui explose. donc donc tu cueilles à la main? Oui. Ah oui, là, je cueille à la main les fleurs, ouais, une par une. Enfin, ou deux par deux, Et j'ai donc dit du coup maintenant. et du coup, tu passes, alors là, c'est pareil, c'est des rangs, j'imagine? Tu Oui, cueilles à la main, donc tout ne par contre, c'est ça aussi qu'il faut peut-être préciser, c'est que toutes les fleurs n'arrivent pas tout de suite sur un plant, elles arrivent, jour après jour un peu, enfin, c'est quand oui, même oui, oui. étalé. Oui, D'accord oui, et donc ça tous monte les jours tu crescendo. vas-y, vas-y. Ça monte crescendo. En fait, elles démarrent tout doucement leurs fleurs, et puis ben, plus on les ramasse, plus elles en font. Et à un moment donné, ben, c'est l'explosion. Et puis après, ça baisse un peu tranquillement à la fin de l'été. Mais ouais, on peut y aller D'accord tous et les donc jours, hein, quasiment. ouais
C'est ça que j'allais dire. Et donc pareil, là, tu passes ta journée complète à la cueillette ou est-ce que tu essayes de mixer un peu pour que, enfin voilà, essayer d'équilibrer un peu ou tu es toute la journée sur la cueillette de fleurs? Ben, ça dépend des jours, mais des urgences, mais oui, oui, on peut passer une journée sur une cueillette de fleurs, hein. Ouais, Et ouais, donc du coup, tu cueilles et tu les récupères comment pour pas donc là, le but des fleurs, c'est vraiment de les sécher. oui. Heu et donc du coup, tu procèdes comment? Tu as quoi pour les stocker? Est-ce que ça part directement en séchage ou tu peux attendre d'avoir tout cueilli toute la journée, et après seulement sécher? Comment tu fonctionnes? On va fonctionner à la demi-journée, on a des paniers pour ramasser les fleurs et puis à midi, on va en mettre une partie au séchoir et on retourne cueillir et puis le soir, on remet une autre D'ac partie au séchoir. Ouais. d'accord et est-ce qu'il y a des outils alors, bon ça serait fou, mais est-ce que tu connais des outils qui pourraient permettre une cueillette, mécanisée? Non, c'est Bah vraiment, non. à la main? Bah oui, parce qu'en fait, elles Ouais. sont pas toutes au même stade de maturité. Donc, si on cueille des boutons. Si on cueille enfin là, je vois pas comment, standardiser la chose. Ouais, d'accord. Là, il faut vraiment, OK, alors choisir donc la fleur. d'accord. Donc ça, c'est pour les plutôt, on va dire, les fleurs, mais alors si je dis pas de bêtises, tu as parlé de réséda et de Oui, garance. oui, C'est un peu différent pour le réséda, je pense? oui. En fait, là, on cueille toute la tige florale et c'est plutôt au mois de juin, donc c'est avant le rush des fleurs, donc c'est pas mal. D'accord. Et là, on récolte en faisant attention à pas faire tomber les graines. Donc on met ça dans des tissus. Parce que les graines sont tinctoriales aussi, sont importantes pour le jaune. Et donc je hache la plante, donc je la ramène au séchoir, je les hache avant de les sécher. D'accord Et après, et ça ensuite, va. tu as parlé de la garance Oui. et donc la garance, comme tu dis qu'elle doit rester 2 ans en terre minimum, pour l'instant, tu as pas encore, extrait de garance, du coup, si je Et ben, comprends on a bien, fait si je un essai calcule? cette semaine, enfin la semaine dernière justement, D'accord, et elle génial. est pas mal, hein, celle de 2 ans. Elle est pas mal. D'accord et alors comment tu juges une garance? Comment tu juges elle est pas mal? C'est par rapport à la taille, enfin pas à la taille, mais Ouais, au la diamètre des taille. racines? Oui, oui, oui. Alors moi, D'accord. j'ai pas vraiment d'expérience dans la garance encore, parce que c'est ma première. Mais Michel Garcia apparemment a validé la taille, donc on va peut-être pouvoir la sortir, celle de 2 ans, ouais, je pense. D'accord et là, pareil pour la garance, est-ce que tu es, mécanisée? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était, bah, pas à la bêche, mais je cherche le nom. Bref, il fallait le faire à la main. Est-ce que toi, tu as un système pour, une machine pour Pas t'aider dans ce encore, boulot? pas encore, mais Non. j'y réfléchis parce que c'est vraiment là, c'est aussi un gros boulot c'est un gros boulot hein, de sortir les racines, de tout nettoyer. Donc non, Ouais, j'ai pas apparemment, encore de. il faut pas laisser des petits bouts dans la terre et puis après, faut la laver, Ouais, si j'ai bien compris. Enlever la terre, puis la laver. ouais. Heu, ouais, d'accord. Bon, c'est un gros boulot aussi cette partie garance et du coup, oui, je réfléchis à un genre d'outil qui pourrait, simplifier la tâche, mais ça semble compliqué parce qu'il faut pas abîmer les racines et là, du coup, un peu plus compliqué. Mm. OK, donc on a fait donc il y a quand même des choses qui s'étalent quand même dans le temps. Bon, tu as quand même ton gros temps fort, c'est pendant l'été. Est-ce Ouais. que tu as donc tu as parlé d'aide familiale. Est-ce que tu as des gens que tu accueilles sur la ferme ou des gens qui viennent, bah, t'aider, te filer un coup de main ou comment tu fonctionnes pour avoir un peu d'aide en plus? Et ben, pour l'instant, j'ai pas assez de recul parce que j'ai fait qu'une saison. Donc, la première saison, bah, il y avait personne parce que déjà, fallait qu'on mette tout en place et j'ai accueilli personne. Et cette année, bah, j'ai une stagiaire qui vient quelques jours par mois. Elle est en BPREA, donc elle veut s'installer aussi en plante tinctoriale dans le Finistère, donc elle passe quelques jours à la ferme. Et cet été, ouais, j'ai pas mal de gens qui disent oh, je peux venir t'aider, je peux venir t'aider. Donc, probablement que cet été, j'aurai un peu plus d'aide. Euh, Chouette. voilà, du bénévolat en quelque sorte. Et quand tu accueilles des gens comme ça ponctuellement, est-ce que, par exemple, tu leur confies des tâches qui sont plus faciles, genre tu les mets sur la cueillette de fleurs où il y a pas trop à enfin voilà, il faut, comme tu disais tout à l'heure, vérifier le stade de la fleur, mais je veux dire, tu les mets plutôt sur des tâches faciles ou tu les lances direct sur la persicaire avec toi ou c'est plus de temps à expliquer? Parce que tu vois, des fois, quand tu accueilles des stagiaires ou des gens qui viennent te filer un coup de main,
des fois tu passes plus de temps à expliquer, tu sais, plutôt que de pratiquer vraiment. Donc, est-ce que pour toi il y a une tâche plus facile? Est-ce que pour toi le plus facile c'est finalement de les mettre sur la cueillette? Clairement, oui, c'est la cueillette de fleurs parce que l'indigo, c'est trop compliqué et en fait, je dois surveiller plein de choses. Donc en fait, vaut mieux être, seule ou avec mon compagnon, enfin voilà, mais Ouais, pas trop de monde ouais, autour c'est parce qu'en plus, c'est pas forcément sécurisant pour les gens. Je vais pas forcément autoriser à accueillir autant de monde comme ça sur la ferme. Donc oui, la cueillette au champ, voilà, c'est ce que je proposerais et pas autre chose parce que si c'est trop risqué même au niveau des personnes, je veux pas les gens se blessent, on sait jamais, ce qui peut arriver. ouais, ouais, Donc ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, pas puis d'engin motorisé, voilà, ce sera vraiment que de la cueillette si j'accueille des personnes. d'accord. OK. Donc du coup, on a vu, les espèces que enfin les variétés, la récolte, un peu les travaux, ta mécanisation, un peu la saisonnalité. Tu as parlé d'un truc hyper intéressant, c'est que tu fais donc tes transformations, chez toi, sur place d'ailleurs? Oui, Tout est au même oui, endroit? j'habite sur la ferme. Oui, oui. D'accord, tu habites sur la ferme et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu passes, d'une plante à, des produits, plutôt pigments et cetera et comment tu arrives jusqu'aux beaux-arts? Est-ce que tu peux nous raconter, l'aventure qui se passe entre les 2? Alors, il y a 2 types de plantes du coup, parce que l'indigo est toujours très à part en fait, déjà par son extraction qui est pas du tout la on extrait tout de suite le pigment si on le veut quand avec la plante fraîche. Donc l'indigo, je le mets à part, il est déjà extrait l'été en fait, puisque je l'extrais, de la plante fraîche. Donc j'ai déjà mon indigo en poudre si je l'ai séché donc ça c'est déjà prêt. Et concernant les fleurs, donc là aujourd'hui je fais 2 pigments, le orange de cosmos et le jaune de camomille. Donc là c'est un procédé donc où on vient fixer le colorant des plantes sur des sels, minéraux. Donc avec une recette, que j'ai apprise de Michel Garcia aussi, un sulfate d'aluminium et un cristaux de soude. Donc voilà, c'est tout un procédé aussi où on vient fixer donc le colorant, je l'ai déjà dit, et on obtient une pâte pigmentaire. Donc soit qu'on peut vendre, parce que je les vends aussi en pâte pigmentaire, ça peut intéresser des personnes que ce soit déjà hydraté, que ça reste hydraté, pour mélanger plus facilement par exemple dans une peinture. Ou alors je le sèche et je le broie, et là je le vends en poudre. Donc je D'accord, ne vends pas de peinture, je vends le pigment brut. d'accord. OK, donc en termes de, tu as parlé tout à l'heure dans tes produits que tu vends, chez Livaden, donc on peut retrouver, j'ai l'impression, des graines, des fleurs Pas des séchées ou graines, des plants séchés? Tu vends pas pas les de graines. graines? Non, D'accord, tu gardes tes graines pour oui, ton donc tu vends des fleurs séchées, des plantes oui, séchées, donc genre, l'indigo, tu disais avec les feuilles, que tu peux oui, vendre sous forme de feuilles. Tu vends de la pâte pigmentaire, des extraits et ton pigment. pas d'extrait non plus. Pas d'extrait non plus, du Non. pigment. OK. Il y a 3 grandes Et familles sur alors le site. C'est, donc les plantes sèches, fleurs et plantes, mmh donc les plantes sèches, les pâtes pigmentaires et les poudres et les pigments de poudre. Donc il y a trois états en fait, de la couleur sur le site. C'est ces 3 grandes familles, les 3 grands produits. d'accord, OK. Et alors tout ça, comment tu les commercialises? Donc il y a ton site internet. Oui. Est-ce que tu fais aussi, des marchés, de la vente à la ferme? Comment tu fonctionnes pour vendre tout ça? Donc depuis cette année, je fais un peu plus, de salons ou de fêtes des plantes. Donc là au printemps, j'en fais, 3, dont une vente de plants à la ferme aussi. Donc là, oui, au printemps, je fais 3 ventes pour, aller au contact du particulier surtout et puis faire Ouais. découvrir aussi la ferme et ça permet de faire un peu de pédagogie sur la teinture végétale en même temps. Et voilà, je prévois des salons, le salon, Toute fibre dehors, en novembre, et peut-être une porte ouverte sur la ferme, il faut que j'organise ça cet été, puisque c'est l'été surtout qu'on peut voir, les procédés, puis les plantes au champ, les plantes tinctoriales. Parce qu'en hiver, au printemps, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est principalement mon site internet par lequel je vends.
aujourd'hui, mais j'essaye de faire des événements D'accord. en physique de plus en plus. Et est-ce que tous tes produits, on n'en a jamais parlé d'ailleurs sur le podcast, est-ce que ça se conserve et à peu près combien de temps? Par exemple, les feuilles d'indigo, tu peux donc dans des conditions, je suppose, à conditions, je vais y arriver, pas d'humidité, à l'abri de la lumière ou j'en sais rien, combien de temps tu peux garder, combien de temps tu peux garder les feuilles, par exemple, d'indigo? Bah, je pense que l'idéal, c'est de les utiliser, dans l'année. C'est toujours l'idéal. Et D'accord. je pense que ça peut se conserver, 2 ans facilement. Elles doivent peut-être perdre un petit peu de leur éclat déjà, enfin de leur couleur, malgré que ce soit Mmh. bien conservé. Mais je pense que jusqu'à 2 ans, il y a pas de souci, l'idéal, c'est de les Et tes utiliser, ouais. D'accord. Et donc pour tes fleurs, séchées, pareil, est-ce qu'il y a déjà des astuces de conservation et combien de temps à peu près on peut garder, des fleurs Bah, séchées? je dirais pareil, astuce de conservation, toujours un taux d'humidité, faible parce qu'il n'est pas à l'abri d'un d'un lot qui puisse moisir ou se détériorer avec l'humidité et puis dans des sacs ou des fûts, Kraft, à l'abri de la lumière, quoi. Et là, on les conserve, Et d'ailleurs longtemps, assez longtemps, hein. De 2 à 3 ans aussi maximum, d'accord, OK. Ah bah, tu vois, je j'aurais pas pense, hein. dit autant de temps. Et ma question, c'est, on n'a pas parlé de ta manière de sécher. Alors, on a eu le témoignage de Morgane Recoul qui est dans le sud de la France. Il fait tellement chaud qu'elle a même pas besoin de ça sèche dans son grenier, c'est facile. On a eu le témoignage de Cécilia Aguirre qui parlait d'un séchoir qu'elle avait confectionné, elle-même. Comment toi tu fonctionnes? Est-ce que c'est un séchoir, que tu as fabriqué? Est-ce que tu peux nous raconter la phase de séchage qui, du coup, est essentiel, j'ai envie de dire, pour tes fleurs, et même d'ailleurs tes feuilles, parce que comme tu disais, si jamais il y en a quelques-unes qui sont pas bien séchées, ça peut pourrir tout un lot. Oui. Alors, l'année dernière, on était dans le rush du déménagement, de l'installation, donc le séchoir, il est passé à la trappe, on a peu le temps de le faire. Donc comme il a fait tellement beau, même en Bretagne l'été dernier, ça a séché dehors, dans la serre, Ah génial. dans des cagettes, donc D'accord. Bon. très low tech pour le coup. Cette Mmh. année, ça y est, on a presque fini le séchoir, donc pour la saison qui arrive. Donc c'est un séchoir c'est une pièce qu'on a réalisée dans un des hangars, avec un déshumidificateur, qui fonctionne à l'électricité et donc D'accord. avec un système de ventilation. Donc là, c'est pour assurer le coup aussi pour des séchages, bah, si jamais l'été est moins sec que l'année dernière, ce qui peut arriver en Bretagne, on peut avoir des étés très humides. Et Mmh. la fin de saison aussi de séchage. Sur septembre-octobre, l'humidité revient et donc pour sécher, ça devient compliqué. Donc il faut assurer D'accord. avoir un séchoir qui puisse sécher vraiment hors été, quoi, en début d'été et fin d'été. D'accord. Et est-ce que du coup ça tu dois aller quand même retourner, les fleurs, retourner les feuilles, une fois dans la journée ou le fait que ce soit une pièce, réfléchie pour ça, en fait, tu as pas besoin de passer? Bah, c'est toujours mieux de vérifier parce que des fois, si on met un petit peu trop d'épaisseur de plante sans s'en rendre compte, ça permet aussi d'aérer les plantes. Normalement, il n'y a pas besoin de remuer trop, enfin, D'accord. mais Et c'est bien pareil d'aller vérifier. d'accord, ouais, c'est bien de toujours contrôler et pareil, ça Stéphanie, question toute bête, mais tu lu des choses sur enfin, je sais pas, la pièce que t'as créée? T'as été conseillée? Il y a des gens dont c'est le travail de conseiller des pièces de séchage sur mesure pour des plantes tinctoriales? Comment enfin, je sais pas, où t'as trouvé l'info et comment t'as monté cette pièce? Alors, du coup, moi, j'ai fait mon stage de BPREA chez Grain de Mélis, qui sont des producteurs de tisane près de Rennes. Donc, effectivement, le séchoir, je l'ai vu chez eux. Enfin, leur séchoir, on en a discuté, j'en ai vu. Là, j'ai vu comment il avait été construit. C'est sensiblement le même modèle, sauf que eux, c'est des armoires, moi, c'est une pièce fermée. D'accord, Il y a quelques plans sur Internet ou des PDF qui expliquent comment fabriquer son séchoir selon les techniques qu'on veut utiliser, parce qu'on peut aussi faire des séchoirs solaires ou des choses comme ça.
J'avais trouvé quelques plans. J'avais vu aussi le séchoir de Cécilia, qui est bien fait. Et voilà, ouais, c'est un mix de tout ce que j'ai pu lire et voir. Et bon. Alors, je ne sais pas s'il va vraiment être au top. Hein. Il est à tester encore, donc on verra s'il y a des choses à adapter ou pas. D'accord. OK. Bah, écoute, génial. J'ai t'ai posé quasiment toutes mes questions sur la partie, enfin, exploitation, agriculture. Ton retour d'expérience sur la couleur végétale et du coup la culture des plantes tinctoriales, est-ce que quand tu t'es installée ou avant de t'installer, tu as regardé un petit peu tout ce qui était fait en France? Qui était installé? Hem Enfin, est-ce que tu as fait un genre de petite étude de marché pour voir un peu, qui y avait? Et est-ce que tu peux nous faire un retour sur, la demande et la progression sur ce sujet-là? Est-ce que tu vois, plus de gens qui s'installent, plus de gens qui se questionnent ou est-ce que, pour toi ça reste, flat? Alors, à l'époque, quand j'ai fait une étude de marché forcément pour mon diplôme. Bah, donc, il y avait bien sûr le champ des couleurs, il y avait Cécilia qui était installée, il y avait la map des Cévennes, la map des tinctoriales des Cévennes, il me semble. Il y avait l'UTA en Belgique. Il y a aussi Oui. Bailey Wick Blue sur les îles de Guernesey, il me semble. Euh, voilà, en Bretagne, il n'y avait personne. Donc, je m'étais dit, bah oui, il y a peu de monde. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. Euh, Maintenant, je sens, oui, qu'il y a comme pas un frémissement, mais il y a beaucoup de projets de personnes qui souhaitent produire des plantes tinctoriales. Euh, pas forcément à des échelles identiques. C'est souvent des projets peut-être pédagogiques ou même sociaux. Je trouve très Mmh. intéressant parce qu'il y a vraiment de quoi faire avec la couleur végétale. En termes de pédagogie, c'est top, que ce soit avec des enfants ou d'autres personnes. Euh, voilà, oui, je pense qu'il y a un engouement pour la production de plantes tinctoriales. Après, derrière, est-ce qu'il y a la demande? Vraiment, je ne sais pas encore. Ouais, d'accord. Euh, Et heu et tu parles donc de différents, projets, donc sûrement à différentes échelles. Est-ce que des projets, à grande surface, comme toi tu peux avoir, est-ce que ça tu en entends, et en découvres beaucoup? J'en ai pas entendu. Après, j'entends pas tout et je suis pas au courant de tout, mais je sais pas. Après, je sais il y a aussi des producteurs qui se vendent pas forcément en direct, comme le Champ des Couleurs et moi, qui vont vendre peut-être pour Greenings ou Couleurs de Plantes à Rochefort, donc qui produisent mais pour des grossistes, des transformateurs. Mmh. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres D'accord, projets. d'accord. Donc ça, c'est à suivre, mais en tout cas, tu as quand même une interrogation sur la demande. Est-ce que tout ça peut aboutir et peut, Ouais. rencontrer la demande qui est en train de frémir, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Tu as Ouais. raison. Maintenant, si ça te va, on passe sur la partie des partenaires. Donc, t'en as cité, tu cité, bah voilà, pour tes graines, ton démarrage, tu as travaillé avec les graines de couleur Garance. Quels sont tes partenaires aujourd'hui dans tout ton processus, donc en termes de matières premières, et quels sont bah, aussi tes débouchés, à qui tu valorises tes produits et comment est-ce que tu peux nous dire de tes partenaires? Alors, je dirais que mon principal partenaire depuis le début, c'est Michel Garcia, puisque c'est lui qui m'a formée. Et dès que j'ai une question, il me répond, il m'aide. Ben voilà, il est toujours là pour m'aider et pour m'encourager. Donc, c'est mon principal partenaire en termes de, oui, enfin vraiment partenaire, je dirais que c'est lui. Ouais, puis Après, il fait ta pub parce que tu sais, quand je suis allée faire ma formation, on lui posait des questions sur bah, où est-ce qu'on peut trouver telle et telle matière, et il nous a distribué ta carte. Et c'est ce que je te disais, j'ai ta carte dans mes affaires depuis mi-décembre, et je me disais à chaque fois, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle. Mais tu vois, comme quoi on a quand même réussi. Mais en tout cas, ouais, oui, il a parlé de toi et je pense oui, il fait ta pub entre guillemets, et c'est top. Donc un super partenaire. bah, c'est chouette, hein, c'est sympa de sa part. Mais ouais, ouais, c'est une vraiment belle personne. Et donc après, bah, les autres partenaires, bah, les clients, on va dire, mais c'est quand même des partenaires. Je dirais que c'est des teinturières textiles, donc des artisans.
Certains les designers qui vont commander soit des pigments ou des plantes tactoriales pour leur projet. Voilà, je dirais que je pense que j'ai fait le C'est les tour. principaux. Ouais. Tu as est-ce qu'une partie de ta récolte part, par exemple, comme tu mentionnais tout à l'heure, le au crit horticole ou pour greening ou pour des fabricants transformateurs ou etc., ou pas du tout? Pas du tout pour l'instant. J'ai pas D démarché pour l'instant de grossiste. D'accord, OK. Eh ben, écoute, super. On arrive sur la partie transmission. Donc, est-ce que tu peux nous raconter donc même si, pour toi, ça peut sembler être frais vu que ça fait, comme tu dis, une saison que tu fais, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu transmets ton savoir, auprès des gens? Est-ce que c'est des stages? Tu as dit que tu accueillais des gens. Est-ce que tu peux nous raconter, comment tu essayes de transmettre, tout ce que tu apprends là, dans ta vie de tous les jours? Alors, j'ai fait des petites fêtes des plantes locales où on m'a invitée puisque j'étais une jeune entreprise locale et donc j'ai fait des petits ateliers de tatakizomé avec des enfants, même des adultes Mmh. d'ailleurs qui trouvent ça génial. Donc on frappe les plantes sur des tissus et voilà, ça permettait de discuter, bon, de montrer aux enfants, les enfants s'amusaient très, très bien, mais avec les parents de discuter des plantes tinctoriales en fait. Et beaucoup de gens ne connaissent pas, comme c'était mon cas il n'y a pas si longtemps. Donc voilà comment ma petite part de transmission pour l'instant, je la fais comme ça en expliquant que on peut avoir de la couleur avec les plantes et que oui, ça tient au lavage si on fait bien la teinture. Donc voilà, c'est un peu repartir de zéro, mais en expliquant aux gens comment ça marche et que ça existe surtout et que c'était comme ça Super. qu'on faisait avant. T Voilà, et puis bah, les fêtes des et alors plantes qui arrivent, des fêtes un peu plus spécialisées qui vont arriver autour de la plante et autour de la fibre aussi. Parce que j'ai un peu les deux casquettes, on va dire, agricultrice et donc productrice de plantes, mais intervenant quand même dans la transformation de la fibre et l'ennoblissement de la fibre. Donc je me place sur les deux domaines en fait. ouais. J'essaye, à travers le podcast aussi de rattacher les fibres naturelles, à la couleur végétale parce que pour moi, sur la partie textile en tout cas, s'il y a pas, le lin, le chanvre, le coton, les producteurs de soie et de laine, en fait on peut pas, faire de la teinture, végétale. Donc du coup, j'essaye d'accueillir des gens. Donc il y a eu, là pour l'instant le chanvre, je vais avoir la laine, je cherche, des personnes sur la soie, je lance les appels en même temps, tu vois? Sur le lin, je vais avoir quelqu'un et coton, comme il y a un tout petit projet apparemment vers Bordeaux, je sais pas si j'arriverai à les avoir, mais voilà, le but c'est vraiment de, comme tu dis, d'être sur les deux, thèmes parce qu'en fait c'est indissociable selon moi. Est-ce que ça te va si on passe à la partie inspiration? Ah oui. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous citer des personnes pour toi qui ont été inspirantes et alors j'avais mis des jardins, inspirants ou des modèles qui t'ont inspiré toi, sur la culture de plantes tinctoriales. Donc tes inspirations. Alors, elles sont vastes hein, parce que c'est difficile d'en citer que quelques-unes. Michel pour son savoir historique et pour tout, voilà, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut transmettre. Euh, je trouve très inspirante aussi Aurélia et Mathilde de l'atelier Wall à Paris, que tu as interviewé déjà, Mmh. pour leur dynamisme et tout ce qu'elles elles proposent et pour leur qualité de communication autour de la teinture végétale. Donc, avec qui j'ai aussi travaillé pour le projet d'Orient Paysage. Elles ont teint les laines pour Oui. paysage, donc j'avais fourni une partie des plantes. Donc l'atelier Wall, je dirais. Et tous les invités d'Haricots Verts déjà, très inspirant. Il y a, il y a une ferme japonaise, un atelier teinture, une ferme japonaise que je suis, que je trouve très inspirante, c'est Buezu. Je ne sais pas comment on dit, mais ça s'écrit Buaisou. Et j'aime beaucoup leur esthétique très puriste et donc ils travaillent la persicaire aussi, ils en font du compost de persicaire de manière traditionnelle, avec la teinture traditionnelle à l'indigo. Donc là, je les suis depuis longtemps et voilà, je trouve ça très inspirant. Et après, toutes les teinturières qui font des créations magnifiques, comme Néprin,
qui est une petite entreprise qui crée des articles en teinture végétale. Voilà, enfin, il y a plein d'artistes, d'artisans qui m'inspirent et que je trouve. Bien sûr, le chant des couleurs, puisque c'est un peu, on est un peu sur le même modèle, on va dire. Ouais, Oui, oui, très inspirante, hein, très courageuse ouais. aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'épisode sortira, j'ai pas les dates, mais bientôt. Vous allez vous suivre de quelques épisodes. Je trouve ça génial que vous livrez. Tu vois, j'ai posé vraiment des questions dans le détail. T'as dû te dire, mais attends, elle est bien curieuse, mais c'est vraiment important pour moi parce que vous êtes, pour moi, les passeuses et comment on va dire, les personnes qui vont réussir à motiver, soit des jeunes qui sortent d'écoles d'ingé, d'écoles d'horticulture, de tout ce qu'on veut, à se lancer, ou vous allez accompagner des reconversions. Tu vois, ce que toi tu vis en fait dans ta reconversion, je pense qu'il y a des gens que vous pouvez accompagner et c'est pour ça que je suis très attachée. Bon, il y a aussi le fait que je sois ingénieur agro et que du coup ce que tu me dis ça me parle, puis ça m'intéresse, mais je pense que vous êtes euh, dans cette partie-là de la culture, vous êtes la clé en fait parce que c'est tout simple et très factuel, c'est que si on n'a pas de plante tinctoriale, après on a beau communiquer sur la teinture végétale, etc. Si c'est pour acheter des pigments qui viennent à l'autre bout du monde et avec toutes les problématiques qu'on connaît, c'est plus compliqué. Et donc du coup pour moi vous êtes le premier maillon et vous êtes le lien entre la terre et toute la suite. Donc c'est pour ça que je pose des questions très détaillées, mais c'est pour voilà aiguiser aussi les gens qui écoutent à se dire tiens oui oui c'est compliqué mais en même temps si on a envie on pourrait, enfin bref, essayer de susciter un peu d'envie sur cette partie-là que je trouve passionnante. Est-ce que tu peux nous dire quelle serait, enfin si tu étais une plante tinctoriale, laquelle serais-tu et pourquoi? L'indigo pour le pigment et la teinture. Ah Bon, oui, et les oui, raisons? c'est une plante déjà que j'admire parce que ça fait sa capacité à se développer, à repousser quand la coupe, enfin voilà. Et le procédé d'extraction d'indigo, ouais, c'est assez magique et c'est assez envoûtant. Donc les odeurs, Bon, tout, la couleur, ouais, moi, je dirais que je parfait. serais l'indigo. Mm. Et tu m'as dit que tu teignais pour toi quand tu avais le temps notamment. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la matière que tu préfères teindre? J'ai pas une grande expérience en teinture, donc je serais bien mal placée enfin, voilà, pour dire c'est cette matière la mieux, ou que je préfère. Bon, c'est vrai que le lin, ça a une connotation peut-être plus particulière puisque c'est une plante qui pousse ici, donc on sent vraiment la fibre en fait, la fibre végétale quand on touche du lin. Donc, je dirais le lin. Ok. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Mon installation déjà sur la ferme, la Bah ouais. création de l'Ivaden, c'était pas une mince affaire, mais oui, oui. Et puis, je suis assez fière aussi Super. d'avoir participé au projet de Dorian Etienne, paysage. Enfin, c'était une superbe expérience. C'est de fournir les plantes pour ce projet-là, c'était génial. Ouais. Et je le dis pour les auditeurs, il est sur le site d'Aurélia Wolf, donc sur le site Wall. Elle est, enfin les tapisseries, c'était des tapisseries, je pense. Oui, oui, Je sais pas si c'était des tapis ou tapisseries, mais en tout cas on les voit sur la page d'accueil de Wall, donc pour les gens qui ont envie d'aller regarder. Et donc ça traduit si j'ai bien compris, des paysages en transformation, etc. Et en fait d'une vue plutôt aérienne, j'ai l'impression. Bon, oui, en tout cas, il faut aller regarder parce que c'est impressionnant déjà par la taille, le travail qu'on voit bien qui doit être colossal et les couleurs magnifiques. oui. Donc pour les gens qui veulent aller voir, vous pouvez le voir sur le site de Wall. Euh, donc ta fierté, on la comprend, vu le boulot que c'est. Enfin, j'arrive même pas à imaginer, tu vois, cueillir tous les jours à la main des plantes, être très peu mécanisé sur des grandes surfaces comme ça. Je vous salue et je vous tire mon chapeau à toi, le Chant des couleurs, Cécilia Aguirre, Morgane Recoul, toutes celles qui se lancent. Franchement, bravo. Mais quel est ton prochain projet? Si tu avais un souhait en plus, un projet futur, tu pourrais nous raconter quoi?
Ben, je souhaiterais développer du sukumo, donc c'est le compost de persicaire. J'aimerais bien commencer à en proposer, enfin en faire déjà et en proposer. En termes d'écologie, c'est un compost de persicaire. C'est pour teindre avec la persicaire, mais on n'extrait pas le pigment à l'eau, donc on n'utilise pas d'eau. Donc en termes écologiques, c'est le top pour la teinture après. Est-ce est-ce que je peux te poser une question bête? Est-ce que c'est un peu comme les cocagnes, pour le pastel ou pas du tout? Tu sais, les Euh, genres de petites, oui, boules je pense que concentrées? C'est un peu ouais, je pense ça? que c'est un peu le même principe, oui, 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 c'est un peu le même principe. Ouais. Enfin, après, D'accord, je m'y connais pas bien en pastel, donc mais d'accord, c'est mais un c'est un peu peu le même le principe de conserver la plante sèche avec une fermentation et de la réutiliser après dans un cuve de teinture, voilà, d'accord sans avoir fait de et l'extraction de pigment. d'accord et est-ce que pareil, ça n'aide pas, il me semble, à la conservation? Le fait de l'avoir sous ce format-là, je pense que tu peux le conserver plus longtemps. Il me semble que je crois que c'était David Santandreux qui parlait justement des cocagnes en expliquant que, cette forme était donc plus facile à, bah, déjà à transporter, logistiquement, on va dire, et plus durable dans la conservation. Mais bon, j'en sais rien, donc on va pas on va pas dire de bêtises, mais j'essaierai de, de creuser ce sujet. Donc sous Kumo, ah, tu vois, Oui, tu c'est le m'apprends, compost de encore un persicaire. Mm. compost de persicaire et d'accord, donc ça, ce serait ton projet, par la suite, c'est de pouvoir en proposer? Ouais, et plus de OK. pédagogie aussi, plus de ouvrir un peu plus la ferme et peut-être proposer des formations, enfin pas à titre, moi je formerai pas forcément les gens, mais d'inviter sur la ferme un peu plus les personnes qui Et tu s'intéressent au voudrais pas lancer une formation, sur, comment lancer votre exploitation tinctoriale? Et on essaye de motiver, Laura et Amandine du Chant des couleurs? Parce que franchement, quand je vous entends, je me dis: «Mais oh, c'est quand même abusé qu'il y ait pas une formation là-dessus, quoi». Tu vois, d'initiation, vous puissiez accueillir des étudiants ou des gens qui se reconvertissent, que vous mais soyez des il y aura une formation vas-y, quand il y vas-y. aura la demande. Ouais, mais tu vois, en fait, je sais pas si il y aura une formation quand il y aura la demande. Je me demande si, bah, des fois, faut pas, créer la formation pour aussi créer, les débouchés. Parce qu'en fait, tu vois, je me dis, les gens, ils doivent, bah, déjà, ils savent pas. Donc, c'est très connu, les plantes, médicinales, les plantes aromatiques, voilà, OK. Mais si on parle pas des plantes tinctoriales, c'est pour ça que je suis lourde dans mes questions et que j'insiste. Mais tu vois, moi, je suis certaine qu'on peut créer l'envie en parlant comme on le fait là et je pense que ce serait intéressant de monter une petite formation avec des fermes référentes comme vous, tu vois, avec des échelles différentes, et puis pouvoir dire, bah voilà, t'as envie de te lancer dans les graines tinctoriales, t'as toutes les échelles, t'as les petits jardins, t'as les jardins tinctoriaux pédagogiques, t'as pour ta production si t'es teinturière, si t'es artiste, etc. Mais après, tu peux passer à des échelles supérieures et t'as des retours d'expérience parce qu'il y a des gens qui se sont creusés la tête avant, tu vois. Et moi, je pense que le Chant des couleurs Livanen, c'est pour l'instant vous en modèle le plus important que j'ai rencontré. Mais pour moi, vous êtes des ouvreuses de chemin. Tu vois. Et donc du coup, si t'es tentée pour cette formation, moi ça, c'est un truc enfin, je trouverais ça génial, quoi. Je trouverais ça génial de proposer ça. Enfin, bref, Ouais. ça c'est plutôt mon projet à moi dans ma tête. Déjà, c'est bien qu'il y ait un UCAR a priori de développer sur Ouais, Nantes. ça, il faut que je creuse. Ouais. Il faudrait avoir le contact pour pouvoir parler à cette personne, savoir ce qu'elle va faire. Super. Est-ce que tu as des livres à nous recommander euh, qui t'ont plu dans les sujets de que ce soit de l'agriculture, de la couleur végétale, de la teinture ou autre? Alors moi, j'ai pas une grande bibliothèque encore de plantes tinctoriales, hein. J'ai pas mal de rattrapage à faire en lecture de livres, mais j'ai le guide des teintures naturelles de Marie Marquet justement j'y vais souvent. C'est très bien fait, c'est un petit guide sur toutes les plantes, donc ça, je l'ai souvent sous la main. Et puis, bah, le petit livre aussi que je recommande quand je rencontre des gens qui connaissent pas la teinture végétale et qui sont super intéressés, je leur recommande ces teintures végétales et éco-print de Besté Bonnard. Je le trouve top pour démarrer, Ouais, pour c'est clair. essayer du moins. Il est super bien Ouais, fait, ouais, c'est expliqué très ouais. bien.
Ça fait pas trop peur, pour les gens qui Ouais, c'est vrai. Tu as raison de le préciser parce qu'il y a certains ouvrages où tu les ouvres et tu te dis: «Oh, mais je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué», non, non, c'est vrai que celui-là et en plus c'est un petit format, ça se lit vite, il y a toutes les infos clés, ouais, non, il est bien ce livre. Alors attends, on a dit le nom? Ouais, c'est Do It Nature, teinture oui, c'est végétale ça. et éco-print, Ouais, recette à faire soi-même. Je le oui, c'est montre si jamais celui-là. un jour, la vidéo fonctionne. Voilà, OK, super. Est-ce que, Stéphanie, tu peux nous dire à qui tu aimerais, du coup, passer le micro? Et ben, j'aimerais bien passer le micro à des teinturières végétales, artisanes, bretonnes, Alors, qui sont mes partenaires, qui font partie de mes premières clientes. Donc, j'aimerais bien que, bah, si elles acceptent de parler de leur travail, qui est un très beau travail. Je crois qu'elles démarrent aussi, hein, c'est des reconversions en teinture végétale. Donc, il y a Brin de Malice. Donc, c'est Marie-Alice Lossois. Et il y a brin de malice. Intuition Textile, Virginie Balibas. Voilà, OK. parce que je pense que tu as déjà pas mal d'invités sous la main, mais voilà, je pense que les Mais non, mais teinturières ça peuvent aussi en ça parler. ça avance au fur et à mesure, c'est chouette. Non, non, c'est très bien. D'accord Et puis bien sûr et en plus, ça permet Dorian et en Etienne, bien j'ai sûr, pas entendu. Dorian Oui, Etienne pour son projet paysage, parce que vraiment son expo fait vraiment la part belle à la teinture végétale, et il est vraiment allé jusqu'au bout enfin, du concept, quoi. Plantes locales, laine locale, enfin franchement, c'est hyper cohérent comme projet. OK. Bon, bah, parfait. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!